Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouvel épisode de koh, donc premier épisode de koh, la revanche des quatre terres. Donc, j'ai pas fait de vidéo pour présenter les candidats, j'ai pas fait d'épisode non plus sur les deux précédents épisodes de Pékin Express, puisque simplement j'étais en vacances, et comme ma famille elle a été plus ou moins aussi, du coup j'ai pas profité de ma famille, j'ai même revu mon père et un de mes frères que j'avais pas vu depuis plusieurs mois. Je me suis vu des amis que j'avais pas vus depuis des mois aussi. Voilà, donc je vous avoue que les vidéos, il y en a beaucoup qui sont passées à la trappe, enfin en tout cas en ce qui concerne cette chaîne-là, puisqu'il y en a d'autres que j'ai pu écrire, préparer et programmer à l'avance. Mais j'avoue que sur ces vidéos-là, j'ai pas eu du tout le temps de visionner des choses. Heu, voilà. Mais à côté de ça, il y aura une vidéo qui va sortir, sûrement fin de semaine ou semaine prochaine, puisque en fin de semaine, il y a le show Elimination Chamber qu'il va falloir que je regarde. Voilà, donc je vais voir un peu comment je m'organise, voilà. Mais il y aura une vidéo qui va sortir, qui va un peu expliquer pourquoi, voilà, pour l'instant, ce début d'année, je suis un peu dissipé, je suis pas totalement à fond dans certains types de vidéos, en gros celles qui demandent du temps, donc celles qui demandent à visionner des choses, puisqu'elles demandent à être à un endroit précis, à un horaire précis, pour sortir les vidéos le plus tôt possible, voilà. Et du coup, il s'agit d'une nouvelle chaîne qui va être créée avec un collectif qui commence à se créer, donc voilà, je vous expliquerai ça plus en détail. Et du coup, mes vacances m'ont permis d'avancer là-dessus parce que, bah, du coup, ça m'a permis de démarcher, d'autres personnes que je côtoie qui veulent faire des vidéos et du coup, voilà, de lancer petit à petit le projet. Bref, je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée. Donc, l'épisode 1 de La Revanche des Quatre Terres, donc Denis nous annonce, voilà, le concept, le retour du concept, avec les équipes qui arrivent, en même temps. Alors là où je suis assez content, c'est qu'il y a pas longtemps sur Facebook, il y a une personne qui est en mode grosse panique, «Ah mais comment ça se passe les 4 terres, machin et tout?» parce que sûrement quelqu'un qui a découvert koh sur peut-être la dernière saison, celle d'avant, en tout cas, après 2019-2020 parce que, je me souviens que les 4 terres étaient sortis quand j'étais encore en coloc, donc forcément c'est fin 2019 ou début 2020, donc ça peut pas être à une autre période. Mais en tout cas, c'est forcément quelqu'un qui a découvert koh après, parce que la personne ne savait pas comment se déroulaient les 4 terres. Donc j'ai essayé de faire quelques petites recherches, de lui expliquer, mais pour moi les 4 terres, bah, en vrai ça a 5 ans, donc bah, ça commence quand même à dater, hein, puisqu'on a quasiment 2 saisons par an, à certains moments. Donc voilà, c'est difficile de tout retenir. Mais j'étais content parce qu'en fait le gars voulait savoir le système des épreuves et je suis plutôt content parce que, bah, finalement je suis bien souvenu, des épreuves, hein, où en gros tu as surtout le confort en fait, où tu as du coup, 2 conforts. Celui qui finit premier il choisit son confort, celui qui est 2e, bah, il a le confort qui reste. Ensuite troisième il a rien et le quatrième il est sur l'île de l'exil. Donc ça ils l'ont gardé comme à l'époque des 4 terres, donc ça c'est très, très bien. Ça permet à ceux qui ont connu les 4 terres de ne pas être perdus et pour, bah, les nouveaux, la règle est quand même très simple, plutôt basique et comme la personne demandait: «Est-ce qu'à un moment donné, ça va revenir sur du 2 équipes?» Oui, forcément, à un moment donné, ça va revenir sur du 2 équipes, simplement parce que là, on a des équipes de 6. C'est des très petites équipes, en sachant que l'île de l'exil, ça peut totalement déséquilibrer le jeu, dans le sens où, bah, les oranges, actuellement, c'est eux qui ont été sur l'île de l'exil. Donc forcément, physiquement par rapport aux autres, bah, ils prennent plus cher. Voilà, parce que, bah, techniquement les autres, ils ont quand même du temps pour, essayer de faire une cabane ou faire du feu, essayer d'avoir un confort. Là où eux, ben, en fait, pendant 24 heures, ils peuvent absolument rien faire sur l'île où ils sont. Donc automatiquement, ils partent avec un malus et quand tu vas avec un malus à koh c'est quand même hyper dur de revenir dans le jeu. L'avantage qu'avait, l'équipe de l'Est à l'époque, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux de puzzle et qu'Alexandra, c'était juste un monstre dans les jeux de puzzle. Elle avait une vision, c'était terrible, quasiment tous les jeux où il y a des puzzles, c'est elle qui lidait le truc et qui faisait gagner son équipe. C'était un truc de fou. Et ça a beaucoup sauvé Alexandra, hein, qui a fini par gagner koh. Hem et du coup forcément, c'est quelque chose qui peut, comme je disais, déséquilibrer le jeu.
et automatiquement, les équipes vont être remaniées parce que ben, plus tu es déséquilibré, plus tu as de chances de continuer à perdre dans une spirale. Et puis bon, bah, le but, c'est pas non plus qu'une équipe soit entièrement détruite. Donc à un moment donné, il y aura forcément un remaniement, parce qu'ils vont remanier les équipes entre elles, en mode, bon, je sais pas, en fonction du nombre qui sont, on remanie en fonction, je sais pas, imaginons, il y a eu 2 éliminés dans chaque équipe, bon, bah, voilà, tu remixes comme tu peux. Mais si, je sais pas, tu as une équipe où il y a eu 3 éliminés, une autre où il y en a eu 3 aussi, puis d'autres où il n'y en a eu que un dans chaque, bah, tu vois, je sais pas comment ils vont remixer, ou peut-être qu'ils vont juste remixer un peu à l'aveugle, en mode, bon, bah, on oublie totalement les appartenances aux régions, et puis, bah, voilà, vous refaites 2 équipes, bah, en fonction du nombre qu'il y a, hein. Donc voilà, donc on verra un peu ce qu'ils vont faire, on ne sait pas encore trop, mais je pense que ça va être ça va juste être, allez hop, je sais pas, vous êtes encore, je sais pas, je dis une connerie, vous êtes encore 14, bon bah hop, on fait 2 équipes de 7 et puis hop, je pense que ça va forcément être une connerie comme ça. Donc voilà. Hem Et ensuite, après, ça va revenir en solo, et puis petit à petit, voilà, en fait, ça va très très vite revenir sur du koh qu'on connaît déjà, surtout si des équipes prennent un peu trop cher, mais on verra avec le temps. En tout cas, le concept, lui, n'a pas changé pour l'instant. En tout cas, si on se met sur le premier épisode, c'est exactement le même que les 4 terres de 2020. Et une chose aussi, c'est que quand vous ne connaissez pas très bien un programme, évitez d'affirmer des choses sur internet. Ça, je préfère vous le dire clairement. Parce que vous pouvez très vite vous faire taper sur les doigts. Les gens sur internet ne sont pas tous gentils, je le dis. Parce que, par exemple, sur le post dont je viens de vous parler, où une personne demandait comment se déroulaient les 4 terres, bon bah la personne, elle assume totalement de connaître koh depuis moins de 2 3 ans. Et c'est très bien. Et en fait, dans le post que le gars il a mis, premier commentaire qu'il a eu, c'est une personne, une femme, qui dit il n'y a jamais eu de koh avec 4 équipes. Et là, tu te dis, mais comment tu peux affirmer ça alors qu'il y a eu les 4 terres? Les 4 terres, c'est quand même la preuve qu'il y a eu un koh avec 4 équipes. Donc moi, je lui ai répondu, je fais: «Bah, si, il y a eu les 4 terres il y a quelques années, donc voilà». Bon après la personne a fait: «Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que ça existait». Donc je pense que la personne, soit elle a voulu rattraper les mains en disant qu'elle avait oublié, soit elle a tout vraiment oublié, hein. Il y a eu tellement de koh depuis, dont notamment koh la légende qui a tellement fait parler avec la tricherie que je pense qu'on a oublié, heu, pas mal de choses qui se sont produites avant. Heu, mais voilà, faites attention à ce que vous dites parce que bon, moi j'ai été cool, je dis: «Bah si, il y a eu les 4 terres, mais quelqu'un d'autre aurait pu être un peu plus violent, hein». On le voit avec les fans de Pékin Express ou de Star Academy, il suffit que tu fasses une toute petite erreur. Alors Pékin Express encore c'est différent, parce que Pékin Express c'est surtout les vieilles daronnes, qui tapent les meufs qui sont jeunes et jolies. Mais dans la Star Academy, bon voilà, c'est une haine gratuite, hein. Tu dis une connerie, tu te prends, un bashing dans la gueule, donc vraiment faites attention à ce que vous dites. Si vous n'êtes pas sûr, faites des recherches. En plus, c'est vraiment pas compliqué à rechercher, ce genre d'informations. Surtout que l'émission s'appelle La Revanche des 4 terres. Donc s'il y a le mot revanche, c'est qu'il y a forcément déjà eu, le programme avant. Donc voilà, petite mise en garde, parce que voilà, les gens sur internet ne sont pas toujours très, très gentils. Donc les couleurs de mémoire, ce sont les mêmes que la dernière fois, donc l'ouest est en orange, même si là ça fait plus un orange tellement foncé qu'on dirait limite du rouge. Mais bon voilà, l'ouest toujours en orange, le sud en bleu. Alors, je sais pas si le sud était déjà en bleu, mais je me souviens qu'il y avait une équipe bleue à l'époque. L'est en vert, donc l'est était également en vert, et le nord en violet. Je sais qu'il y a aussi une équipe violette, donc je pense que ce sont les mêmes couleurs pour les mêmes régions. Encore une fois, on garde à peu près le même truc. Donc voilà, donc les équipes, ils arrivent. J'aime beaucoup cet emplacement-là, avec la sorte de boussole géante. Je trouve que c'est juste méga stylé, quoi. Donc petit à petit, on présente un peu certains aventuriers. Il y a des portraits, des machins et tout. C'est un peu long et un peu pas hyper intéressant. Je veux dire,
En fait, moi je préfère quand on découvre les aventuriers dans le jeu et qu'on met les portraits un peu plus tard. Parce que bah, là, en fait, tu connais pas les gens, tu t'attaches pas à eux, enfin, t'as pas le temps de t'attacher à eux, puis on commence déjà à te présenter leur vie privée, leur motivation et tout. Et en fait, moi, je m'en fous un peu. En fait, ce que j'aimerais que avec koh, alors bien sûr, c'est juste mon avis à moi, hein, c'est pas l'avis de tout le monde. En fait, ce que j'aimerais avec koh, c'est qu'on ait cet aspect, heu, comment dire? Un peu comme parce qu'on sait que koh, on filme des gens pendant 40 jours, quasiment H24, et ensuite le montage crée une histoire avec. On le sait tous. Donc les portraits, ce serait bien qu'elles alimentent ces histoires, plutôt que d'être balancées un peu n'importe comment. Surtout que là, dans le premier épisode, on a eu énormément de portraits, on en a eu beaucoup, c'était même très chiant d'en avoir autant. Et en plus, ben, on va revoir les mêmes portraits en un peu plus long plus tard. Donc je me dis, pourquoi balancer autant de portraits dans le premier épisode, alors qu'en fait, on va nous les rebalancer en complet plus tard. Je vois pas trop l'intérêt, en fait, d'en mettre autant dans le premier épisode. Et en fait, le truc, c'est que quand vous regardez une histoire, que ce soit un film, un livre, un truc comme ça, en général, t'as ton personnage, tu suis un petit peu son aventure, et puis petit à petit, t'apprends des choses grâce à des flashbacks, ou des dialogues avec d'autres personnes qu'il peut rencontrer, qui lui racontent, oh tiens, tu te souviens quand on a fait ça, machin et tout. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, j'aimerais que koh utilise un peu ce système-là, c'est-à-dire que, bah voilà, premier épisode, tu mets pas de portrait, voilà, on découvre les aventuriers dans le tas. Deuxième épisode, limite, t'en mets pas non plus, on continue à découvrir les épisodes dans le tas, et ensuite, petit à petit, tu commences à mettre des portraits, parce que bah, du coup, avec les premiers épisodes, on a le temps de les découvrir dans le jeu, de s'habituer à eux, de les apprécier, de ne pas apprécier certains, enfin bref, voilà. Même quand vous les appréciez pas, quand même rester respectueux sur Internet. Euh, et, euh, et ensuite, bah voilà, que les portraits en fait, viennent alimenter les choses autour de ça. C'est-à-dire que, bah, une fois qu'on s'habitue à eux, bah, présenter leur motivation, voilà, pourquoi ils sont là, pourquoi c'est leur rêve, machin et tout. Et je pense que ça leur donnerait une meilleure consistance que là, te dire, bon, machin, il s'appelle Jérôme, bon, on te met direct le portrait, alors que, bon, bah, le gars, on l'a rien vu faire. Voilà, moi, je trouve ça totalement inutile. Enfin, j'ai envie de dire que si c'était moi qui faisais le montage de koh, je pense que je placerais aucun portrait avant au moins l'épisode 3 ou 4. Bon, c'est un peu dommage pour ceux qui sont éliminés dès le début, ou alors, limite, t'en places un ou deux dans les premiers épisodes, histoire de noyer un peu le poisson, mais bon, je pense que très vite, les gens ils pourraient découvrir facilement qui va être éliminé. Mais en même temps, je trouve que les portraits des premiers épisodes, voire même deuxième, c'est pas ouf, parce que ça raconte pas grand-chose, je trouve. Voilà, je trouve que c'est mieux de découvrir les motivations et tout, une fois qu'on est réellement dans le jeu, qu'on est bien avancé, plutôt que dès le début. Bon, en même temps, si on attend un peu, bah du coup, certains sont éliminés, ils n'ont pas de leur propre portrait et tout, donc bon. Euh, voilà, c'est pas évident à mettre en place, mais en tout cas, ce serait mon avis. Ou alors, ne surchargez pas le premier épisode, parce que là, je croyais que c'était beaucoup trop chargé en portrait. Ensuite, on a l'épreuve de confort, donc l'épreuve de confort qui est une épreuve classique. Donc les gains, c'est soit 3 allumettes pour faire le feu, soit du riz. Voilà, ce sont des gains très simples et du classique, hein. Du coup, pour commencer le jeu, bah, c'est très bien d'avoir l'un ou l'autre. Et l'épreuve, comme j'ai dit, c'est un classique, c'est l'épreuve où ils sont tous attachés par des élastiques et ils doivent récupérer ce qu'ils appellent des témoins, des sortes de petites statuettes. Et là où d'habitude on le voit, cette épreuve-là sur la plage, là elle est faite dans la boue, dans une sorte de marécage ou je ne sais quoi. Ce qui donne un côté un peu visuel, un peu plus... Je sais pas comment dire ça. Je veux dire que dans le sable, c'est bien, mais tu vois, t'as pas le côté dégueulasse, le côté on se bat vraiment. Alors que bon, bien sûr que c'est quand même dur et tout. En plus, sur le sable, tu glisses un peu quand t'es tiré et tout. Mais là, je sais pas, il y a un côté, je trouvais plus impressionnant, voilà peut-être le terme,
Sûrement que dans le sable ou là, dans la boue là, dans laquelle ils étaient, ça devait sûrement être les deux, doivent être aussi difficile. Mais je trouve que c'est un peu plus impressionnant parce que bah, tu as le côté où ils se salissent vraiment, où du coup visuellement tu vois vraiment plus la difficulté que sur le sable. Voilà. Mais je pense que les deux, dans tous les cas, restent difficiles. Donc, comme je l'ai dit, Denis il annonce que premier choisit soit le riz, soit le feu, tout simplement. Le deuxième, il a ce qui reste. Le troisième, il rentre sur le camp, sans rien, mais au moins il rentre sur son camp. Et le troisième, il va sur l'île de l'exil, où il n'y a absolument rien. Tu dois rester 24 heures, sans endroit où t'abriter, sans à boire, sans à manger, sans que dalle. Tu te démerdes. Donc voilà, donc l'épreuve est plutôt sympa, en plus c'est un classique. Euh, il y aura un peu de suspense, hein. Les équipes au début sont plutôt polyvalentes, sur les 6 témoins, tout le monde en rattrape plus ou moins 2 assez vite. Et à partir du troisième témoin, le nord et l'est vont se démarquer, même si tout le monde revient un peu, sauf l'ouest, hein. L'ouest est bah, totalement à l'ouest, on peut dire ça comme ça. Plus ça me fait chier de voir l'ouest aussi nul, hein, alors que moi je viens du nord-ouest. D'ailleurs, ma région n'est même pas représentée, voilà, pas de Normands. Alors, je sais sur Facebook, quand les aventuriers ont été présentés sur Facebook, forcément, bah, les Normands ils sont en mode, mais bah, quoi? Comment ça se fait? Nous on n'est pas représentés. T'as quelqu'un qui a fait, oui, mais dans l'équipe du. Alors, je crois que c'est dans l'équipe du Sud ou un truc comme ça. Ils ont fait, oui, mais il y a quelqu'un qui est né à Coutances. Alors, oui, c'est très bien. Moi aussi, je suis né à Coutances, mais ça fait quoi en fait d'être né à Coutances? Je veux dire, ça fait rien. Je veux dire, la personne, elle habite ailleurs, elle représente la région où elle vit, et c'est tout à fait normal. Donc cette personne-là ne représente pas la Normandie parce qu'elle est en Normandie, elle représente la région où elle est actuellement. Je veux dire, quand moi j'ai vécu 3 4 ans en Vendée, si j'avais fait koh à cette époque-là, bah, je représentais la Vendée, le lieu où je vis. Bon, techniquement ce serait resté l'Ouest, parce que bah, la Vendée se trouve à l'ouest de la France. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas parce que tu es né à un endroit que bah, koh tu le représentes. Donc tu représentes l'endroit où tu vis. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a beau avoir quelqu'un qui est né à Coutances, comme moi je le suis né, bah, c'est pas pour ça que cette personne-là représente la Normandie. Voilà, elle représente la région dans laquelle elle vit actuellement, où il vit actuellement. Je sais plus vraiment le nom de la personne. Mais en tout cas, voilà, en termes de personnes qui vit toujours en Normandie, hein, pour être plus précis, pour pas qu'on vienne m'embêter avec ce petit détail, eh ben, on n'a pas de représentant. Et je trouve ça assez bizarre parce que bon bah on a deux Bretons par exemple, hein, et j'ai rien contre les Bretons, mais on a deux Bretons et zéro Normand. On a des membres qui vont jusqu'au sud, hein, vraiment, tu as des gens du sud dans l'équipe de l'Ouest. Vraiment, quand j'ai vu la carte, je me dis, elle a pas de sens la carte. Genre tu vois, genre l'Ouest, ça prend tout le côté comme ça de la France. En plus, ils mettent bien la Normandie alors qu'il n'y a pas de Normand dans l'équipe. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Genre, le Sud, ça fait un petit pack comme ça avec la Corse. L'Ouest, ça fait un petit truc comme ça. Le Nord, ça fait un truc qui va de Paris et qui remonte dans le Nord. Bref, je trouve que cette année, la carte est assez mal découpée. Parce que en vrai, quand tu prends par exemple l'Ouest, tu as autant de gens du Sud-Ouest, de l'Ouest et du Nord-Ouest. Enfin, quoique pas de Nord-Ouest, parce qu'il n'y a pas de Normand. Parce que la Bretagne, on n'est plus vraiment dans le Nord quand on est en Bretagne. Mais, euh, mais ouais, je trouve que le découpage est plutôt mal fait. Je sais pas comment il a été fait la première fois, mais je trouve qu'ici, il est plutôt mal fait. Et pas uniquement parce que ma région me le représente, parce qu'il n'y a pas de Normand, j'ai envie de dire. Malgré ça, je suis quand même plus type Ouest, hein. Je vis dans le Nord-Ouest. Donc, en termes de région, je soutiens plutôt l'Ouest. Mais en tout cas, il gère très très mal l'épreuve. L'Est va remonter en récupérant leur quatrième témoin au premier, suivi très près du Sud. Le Sud, lui, va repasser devant avec le cinquième témoin, tandis que le Nord, qui galérait un peu aussi, va remonter à la deuxième place. Et c'est bien, du coup, le Sud qui va remporter l'épreuve en récupérant leur dernier témoin en premier. Le Nord va finir deuxième, suivi en troisième de l'Est, et l'Ouest finit dernier, donc va sur le camp de l'exil. Donc,
au moment de faire le choix, le Sud décide de prendre le feu plutôt que la nourriture, parce qu'ils préfèrent privilégier le fait d'avoir un confort direct plutôt que de la nourriture, mais pas de confort ou pas de feu pour le manger. Là où le Nord, eux, ça les arrange, parce que le Nord, il nous dit, bah nous, très clairement, on a quelqu'un qui sait faire le feu, je sais plus comment elle s'appelle, on verra le nom, je l'ai noté plus tard. Mais il dit, nous, on a quelqu'un qui sait faire le feu, donc elle va faire le feu et on pourra manger tranquillement le riz. Donc, le Nord est pas perdant dans l'histoire, mais voilà. En tout cas, à leur place, je sais pas quel choix j'aurais fait. Je sais pas si j'aurais fait le choix d'avoir envie de manger, te dire bon bah on tente le tout pour faire le feu nous-mêmes, et comme ça on arrive à faire le feu nous-mêmes, donc on a une grosse satisfaction morale et on a la nourriture. Ou est-ce qu'on prend le feu, du coup pas de satisfaction morale parce que bah, globalement tu le fais pas toi-même. Enfin, il y a quand même une petite difficulté avec les conditions météorologiques. Je veux dire, c'est quand même un peu plus simple que bah, de le faire avec des bambous ou je sais pas quoi. Euh, et du coup, bah, tu as quand même ton petit confort. Donc, je sais pas ce que j'aurais choisi. Peut-être que j'aurais choisi le riz, histoire d'avoir nourriture et satisfaction morale en réussissant à faire le fait avec mon équipe. Peut-être le choix que j'aurais fait. Voilà. Des fois, je ferai des petits commentaires sur ce que je pourrais faire si je faisais koh, mais voilà. En tout cas, les deux choix, de toute façon, se comprennent à ce moment-là du jeu. Bah, de toute façon, t'as rien du tout. Donc, t'as rien à perdre. Ensuite, sur la partie sur le camp, il n'y a pas eu grand-chose à noter, hein. Ça a été beaucoup de blablatage. Et là, il n'y a pas eu beaucoup de réflexion autour de ben, où est-ce qu'on fait la cabane, qui va chercher l'eau, qui va chercher à manger, qui fait quoi. Je trouve que c'était assez vide quand même comme partie. Il y avait beaucoup de présentations, de discussions et tout. Mais dans vraiment la partie survie, je trouvais que l'épisode était assez vide sur cet épisode-là. Parce que globalement, le camp du Sud, j'ai juste noté que Adrien a été scout et qu'il veut faire profiter, enfin qu'il veut profiter justement d'avoir des allumettes pour faire le feu, et ils vont tenter avec une première et ils vont se craquer. Donc on se dire, bon, on abandonne pour ce soir et on retentera quelques jours après. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai noté d'intéressant dans le Sud. Dans le Nord, j'ai noté que deux choses, pas hyper intéressant non plus. Claire, parisienne, qui trouve l'eau, voilà, et Johanna, qui disait savoir faire le feu, va essayer de faire le feu, mais pour l'instant, bah, ils ont toujours pas le feu. Ils ont du riz, mais pour l'instant, ils n'ont pas de feu. Donc voilà, à l'ouest, j'ai noté que l'équipe découvre l'île de l'exil, que Jérôme, qui est un ancien militaire, du coup, va leur apprendre des petits trucs de base de survie et tout, donc ça c'est plutôt intéressant. Ils font, enfin, ils ont également leur morale qui est pas trop brisée, parce qu'en fait ils se disent, euh, dans les quatre terres de 2020, du coup l'équipe de l'Est sont ceux qui ont été très souvent sur l'île de l'exil, et pourtant il y avait quand même deux membres de l'Est sur les poteaux, donc Loïc et Alexandra, et en plus Alexandra qui a gagné, donc euh, ils gardent le moral en se disant que voilà, c'est pas parce qu'on va sur l'île de l'exil et qu'on ira peut-être souvent là-bas que ben on ne gagnera pas koh, parce que bah, voilà, les quatre terres a prouvé que passer beaucoup de temps sur l'île de l'exil bah, ne t'amenait pas forcément à la défaite automatiquement. Voilà. Et dans le camp de l'Est, bah, j'ai absolument rien noté. Voilà. Parce que, bah, comme j'ai dit, ça a été beaucoup de portraits, beaucoup de discussions pour présenter les aventuriers, plus que vraiment chercher à montrer de la survie ou quoi que ce soit. Donc ensuite, on a l'épreuve d'immunité. Donc l'immunité, l'épreuve, ça reprend un peu le classique où il faut lancer des trucs sur les totems, là, qu'il faut les faire tomber. Mais avec un peu plus de choses, puisqu'en gros, la première étape déjà, c'est d'aller chercher des sortes de bâtons à lancer dans l'eau. Donc il y a des coffres et tu dois tirer avec une corde, une sorte de petit radeau, et avec une corde, ça te permet de t'en approcher, de t'en éloigner, enfin bref, comme un petit système de poulie. Et, euh, et ensuite, tu as plusieurs zones avec des bâtons limités où certains aventuriers du coup se placent là, peuvent tenter, mais une fois qu'ils en ont plus, bah, du coup, le dernier aventurier, il a un coffre avec plein de bâtons, entre guillemets, en illimité. Et du coup, ceux qui sont devant
doivent quand même essayer de casser un maximum de petites statuettes là qui est attachée, ça fait une sorte de toile d'araignée entre pour imager, hein, ça fait une sorte de toile et ensuite bah, tu as les petites amulettes qu'il faut détruire. Euh, et en gros, bah, ceux qui sont devant, ils doivent faire avancer le travail en essayant d'en casser le maximum. Et celui qui est à la fin, qui sait désigner lui-même, hein, c'est voilà, quelqu'un qui se désigne pour le faire. Je précise parce que bah, c'est important pour le pré-conseil. Euh, du coup, la personne qui s'est désignée, elle, elle doit du coup terminer le travail. En gros, par exemple, dans l'équipe de l'Ouest, 4 amulettes sur 8 vont être cassées avant d'arriver à Mehdi. Sur d'autres équipes, comme par exemple celle d'Adrien, de mémoire, il n'y a eu que 2 amulettes de détruite, donc lui, il doit en casser 6, alors que Mehdi doit en casser 4. Donc voilà, il y a des avantages, des désavantages en fonction du travail d'équipe, quoi, tout simplement. Du coup, sur le parcours, donc sur la partie sur l'eau, c'est l'Est qui va être le plus rapide. Ensuite, il y a une sorte de parcours à faire avec le coffre. Et là, de mémoire, c'est plus le nord et le sud hein, qui sont au coude à coude pour arriver les premiers à lancer leur petite statuette. Même si au final, au moment d'arriver à la phase finale du jeu, donc au dernier lanceur, c'est l'Ouest qui a l'avantage. Alors moi je me suis dit, wow, je suis trop content, l'Ouest a l'avantage, donc ils vont pouvoir gagner. Je veux dire, ils ont que 4 trucs à casser, alors que d'autres ils arrivent à la phase finale avec seulement 2 ou 3 choses, donc en gros 5 à 6 amulettes à casser en plus. Donc je me dis, mais ouais, on a une avance de fou, l'Ouest, on va gagner, c'est obligé. Eh ben non, eh ben non, parce que bah au final, le Sud va remonter à une vitesse de fou, au point que Adrien, qui était dernier lanceur, va faire gagner son équipe. Ensuite, c'est le Nord qui termine le jeu, ensuite l'Est, et du coup bah l'Ouest va au Conseil. Ouais, c'est génial. Du coup, l'Ouest, en plus, je crois que le mec, il casse quasiment rien, le dernier, là, Mehdi. Et c'est assez décevant. Je me suis dit, putain, on est tellement bien parti, c'est bon, on a gagné. Et finalement, non. Donc, du coup, l'Ouest va au Conseil. Donc, entre les productivités et le Conseil, il n'y a que 2 camps où j'ai noté des choses intéressantes. L'Est, encore une fois, j'ai rien noté. Le Nord, j'ai rien noté. Par contre, le Sud, il y a des choses à dire, hein, parce qu'on a beaucoup vu le Sud, avec notamment Adrien qui commence à agacer des gens. C'est pas bon pour gagner koh ça, s'il commence à agacer les gens dès le premier épisode. Puisque notamment quand ils font le débrief de l'épreuve d'immunité, du coup Adrien parle beaucoup, il coupe beaucoup la parole, notamment à Anaïs qui essaye de parler, voilà, sauf que dès qu'on lui dit voilà, vas-y parle, elle fait non mais c'est bon là j'en ai marre, depuis tout à l'heure j'essaie d'en placer une, vous n'arrêtez pas de me couper la parole, donc voilà, vous commencez globalement à me casser les pieds. Donc voilà, chose qui est remarquée également par les autres. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a 12 aventuriers, j'ai pas noté tous les noms, mais il y a 12 aventuriers qui sont en mode va falloir qu'ils se calment parce qu'ils monopolisent trop d'espace, que ce soit pour parler, pour faire des activités sur le camp, tout ça, essayent de trop faire de choses que bah, du coup ils s'accaparent tout. Et ça va très vite créer de la friction avec les autres si, s'ils n'arrivent pas à se canaliser. Euh, Au passage, du coup, ils vont enfin réussir à faire le feu. D'ailleurs, c'est la première équipe qui réussit à faire le feu et la seule de l'épisode de mémoire qui réussit à faire le feu. Et mince, qu'est-ce que je voulais dire? Adrien, encore une fois, il veut tellement tout faire qu'il oublie un détail, c'est la boîte d'allumettes. Parce qu'en plus, en rigolant, il fait ouais, on en fait quoi de la dernière allumette, machin et tout, allumette plutôt. Et les autres lui disent non, mais il faut la garder, faut absolument la garder de côté, on sait jamais ce qui peut se passer, on peut très bien avoir des grosses averses, en plus dans le coin des Philippines, tout ça, Fidji, tout, on a déjà vu que des averses, quand ça tombe, c'est violent. Donc au cas où, si on perd le feu, il faut garder absolument l'allumette de côté. Et là, il se rend compte de quoi?
que Adrien n'a fait attention à rien et que, bah, en fait, la dernière allumette et la boîte sont dans le feu. Donc, et ben, en fait, maintenant ils ont plus le choix, il faut absolument garder le feu. Donc Adrien, ouh, il perd des points auprès de son équipe. Alors certes, il en gagne en faisant le feu, mais il en perd avec tout le reste. Donc compliqué pour lui. Du côté de l'Ouest, avant de parler du conseil, du coup, on a Mehdi qui se sent en danger parce qu'il a pris la responsabilité d'être le dernier lanceur, parce qu'il a dit, voilà, moi je suis rugbyman, je fais des passes très précises et tout, donc au lancer, je devrais être très bon. Et au final, bon, bah, il a tout lancé à côté. Bon, peut-être pas tout, mais quasiment tout, il a lancé à côté. D'ailleurs, chose que Jérôme va beaucoup reprocher à Mehdi. Enfin, bien sûr, il va pas lui dire en face, mais il reproche beaucoup ce détail à Mehdi. De l'autre côté, on a Cynthiana qui se sent également en danger parce que, en fait, sur l'île de l'exil, elle a entendu Noémie parler d'elle. Donc, elle s'imagine que Noémie veut l'éliminer. Et du coup, Cynthiana part d'une psychose. Elle décide de chercher un colis d'immunité. Elle décide également de trouver de la nourriture, mais uniquement pour elle. Elle se dit, je vais pas partager avec des gens qui veulent m'éliminer. Voilà, sur le camp, elle est pas très agréable avec les autres, elle cherche pas vraiment à sympathiser avec les autres, et là tu te dis: «Ouais, bon, elle est dans la merde». La production a quand même essayé d'étoffer le truc en essayant de brouiller les pistes. Tu vois, ils essayent de nous montrer, tu vois, par exemple, ils nous montrent des plans de Jérôme qui dit: «Ouais, Mehdi, je suis hyper déçu, le mec il dit qu'il est très bon, il tire tout à côté, machin, c'est inadmissible». Bon, il ne le dit pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc on essaie de nous brouiller un peu les pistes. Cynthiana qui fait semblant d'avoir un code d'immunité à Mehdi et tout, pour un peu bluffer et faire en sorte que Mehdi parle aux autres et que bah, voilà, on ne vote pas pour elle. Voilà, Mehdi tente de monter une stratégie contre Jérôme parce qu'il trouve que Jérôme est trop dangereux. Voilà, donc il y a des stratégies qui sont un peu dans tous les sens. Cynthiana qui a du coup s'est mis dans la tête que Noémie voulait absolument l'éliminer, donc elle décide elle de vouloir monter stratégie contre Noémie. Donc c'est un peu le bordel à l'ouest. Euh, et du coup, bah, on arrive au conseil. Au conseil, on a une discussion autour du rôle de leader avec Jérôme qui se propose en tant que leader, en tant que doyen de l'équipe, en disant qu'il a analysé tous les comportements dans le sens où comment sont les gens et que bah, du coup maintenant il pourrait être un leader. Chose que Cynthiana refuse, hein, elle dit oui, mais ok, c'est bien d'avoir un leader, mais vous avez vu la stature du mec, il en impose tellement que ça se trouve d'autres gens n'oseraient pas parler s'ils avaient une autre idée que lui et tout. Chose qui va être reprochée par la petite jeune, je sais pas comment elle s'appelle, en disant bah oui, mais le rôle d'un leader, c'est pas d'être entre guillemets un dictateur, c'est justement de savoir peser le contre et le pour sur ce qu'on propose et de trancher sur ce qu'on propose. C'est plutôt ça le rôle d'un leader. Et je suis plutôt d'accord avec cette fille-là, dont je n'ai pas le nom. Euh, et du coup, Noémie, elle propose un truc différent, c'est que elle pense que Maël ferait également un très bon leader, mais plus sur les épreuves, tandis que pour elle, Jérôme ferait un très bon leader plus sur le camp. Et du coup, avoir deux leaders, un sur le camp, un sur les épreuves, serait plutôt bénéfique euh, à l'équipe de l'Ouest. Et donc, à voir ce que ça pourrait donner si ça se mettait en place. En tout cas, je trouvais qu'au moins on avait pour une fois une conversation plutôt intéressante au conseil. Ensuite, on a les votes. Bon, les votes, hein, ils sont pas hyper surprenants. Une voix Mehdi, qui est celle de Cynthiana, une voix Jérôme, qui est sûrement celle de Mehdi, et quatre voix contre Cynthiana, bah, qui est celle de tous les autres, hein. Voilà. Hein, c'est vrai qu'il y a deux personnes dont ah si, non, il y a juste la petite jeune, en fait, dont j'ai pas le nom. Parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir au vote. Mais en gros, du coup, Cynthiana, elle a reçu le vote de Noémie, le vote de Jérôme, le vote de Maël, et puis bah, ouais, de la petite jeune. Donc ouais, il n'y a que la jeune dont je connais pas le nom. En tout cas, pour l'équipe de l'Ouest, hein, parce que si on prend toutes les autres équipes, alors là, je connais encore moins les noms. Euh, mais du coup, voilà. Une fois éliminée, Cynthiana s'attaque verbalement à Noémie. Voilà, parce qu'elle est persuadée que Noémie a un problème avec elle, veut absolument l'éliminer, monte des stratégies contre elle. Là où Noémie va dire bah non, en fait,
nous, en fait, si on a parlé de toi la nuit sur l'île de l'exil, c'est parce que tu étais malade, qu'on s'inquiétait pour toi. Enfin, on parlait pas du fait de vouloir t'éliminer. Ça n'a rien à voir. Donc, tu as peut-être entendu qu'on parlait de toi, mais pas pour ça. Sauf que Cynthiana, elle reste bloquée sur son truc. D'ailleurs, bah, cette petite jeune dont je connais pas le nom, elle va, elle, défendre plutôt Noémie en disant bah non, jamais elle a monté stratégie contre toi. Sauf que Cynthiana, elle en a rien à foutre. Voilà, elle est en mode continuez bien votre aventure, sauf Noémie, enfin, vraiment, elle a un problème avec elle, alors qu'en fait, il n'y a jamais eu de problème. C'est un peu lunaire le truc. En plus, la fin, elle est, oh, elle est what the fuck. On n'avait jamais vu une fin à conseil comme ça, parce que finalement, sur le camp, elle avait trouvé de la bouffe hein, qu'elle avait vraiment gardée pour elle, hein. C'est un truc de fou. Euh, et là, au conseil, il dit ouais, bon, avant de partir, comme, euh, comme Mehdi il avait faim, je décide de lui donner bah, la noix de coco que j'ai trouvée sur le camp. Et là, hop, elle lui donne la noix de coco. Le plan, il est lunaire, ça n'a aucun sens. Voilà, et puis finalement, elle finit par partir et tout. Mais tu te dis, mais elle est folle en fait. Elle est folle parce que vraiment, elle était vraiment sur le point en fait de. Si elle n'était pas éliminée, elle aurait vraiment gardé la bouffe que pour elle. C'est un truc de fou. Genre vraiment, elle a dit à personne qu'elle avait dans la noix de coco. Elle se promène avec, comme ça, avec de la bouffe dans son sac. Vraiment, le truc, c'est n'importe quoi. Après, on a bien eu Joseph, voilà, hein, qui piqué dans son ego, avait éteint le feu. Bon, bah, Cynthiana, piqué dans son ego, elle a gardé de la bouffe pour elle. Bon, c'est amusant, hein, voilà, mais c'est juste que voilà, le conseil ne faisait pas sens, voilà, mais c'était quand même très marrant à suivre. Euh, voilà, bon, après, c'est vrai qu'être le premier à partir, c'est jamais simple. Voilà, c'est triste pour Cynthiana, mais bon, bah, malheureusement, c'est le jeu, il faut un premier partant. En plus, il y a peut-être une chance ou une malchance, ça dépend l'image que vous aurez au premier épisode de Cynthiana, qu'elle revienne, puisque dans le teaser, on voit quelqu'un partir sur une civière, on ne sait pas qui, on ne sait pas de quelle équipe, mais on voit quelqu'un partir sur une civière, ce qui pourrait annoncer du coup le retour de Cynthiana, parce que pour réexpliquer, pour ceux qui ne comprennent toujours pas koh, c'est qu'un abandon volontaire n'est pas remplacé, un abandon médical est remplacé, puisque lui, il n'est pas volontaire. Donc, quand quelqu'un dit moi je me casse, j'en peux plus de koh, eh ben, il pénalise son équipe et c'est tout. Par contre, quand quelqu'un se blesse et doit partir, là il est remplacé parce que bon bah ce n'est pas euh, lui qui ou elle qui choisit de partir. Voilà, donc je remets en place cette règle parce que j'ai l'impression que des fois les gens sur Facebook ont du mal à comprendre ces règles d'abandon entre les abandons volontaires et les abandons médicaux, les effets que ça fait. Voilà, donc vous avez un petit rappel. Et surtout en sachant qu'on risque d'avoir le cas la semaine prochaine, c'est bien d'avoir un petit rappel. Donc voilà, moi j'ai passé un bon épisode, encore une fois j'ai trouvé très long, beaucoup de choses un peu inutiles, beaucoup trop de portraits. Par contre très surpris au niveau des pubs, hein, la première pub je crois qu'elle arrivait était plus de 22 heures, donc au bout d'une heure. En plus moi j'ai eu que deux pubs, bon je pense pas que le fait de regarder sur MyTF1 sur mon ordi change grand chose. D'ailleurs très content aussi de ne pas avoir eu de bug internet pendant que je regardais koh. Voilà, parce que j'ai tout le temps des bugs sur Pékin Express, mais je sais pas pourquoi j'en ai pas eu là pour koh. Alors c'est quand même bien, mais pourquoi est-ce que TF1 marche mieux qu'M6? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Passe un bon moment sur ce retour de koh, même si encore une fois, à nouveau, il arrive quand même assez vite. Mais c'est toujours plaisant de revenir dans koh, de suivre ces nouveaux aventuriers. Et voilà, j'ai hâte de suivre les prochains mois avec vous, hein, parce que bon, koh, ça dure toujours au moins 2-3 mois. Donc, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Et sinon, bon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.